Amis cyclistes, bonjour. Si vous voulez performer en contre-la-montre, cette vidéo va vous intéresser. En effet, vous êtes entraîné, vous avez travaillé votre position, l'aérodynamisme, optimisé votre matériel, tout ça. Et une fois sur la ligne de départ, il reste une compétence qui va vous permettre d'optimiser votre performance. Ou au contraire, si elle est mal maîtrisée, vous fera passer à côté de vos objectifs. Vous voyez ce que c'est? Vous avez deviné? Eh oui, je vais vous parler de la gestion de l'effort. On se retrouve juste après le générique. La vitesse à vélo dépend de deux paramètres, la puissance P et la force résistante FR. La relation entre ces paramètres, c'est que la vitesse, c'est la puissance sur la force résistante. Plus la puissance sera élevée, plus on ira vite, mais plus les forces résistantes sont importantes, moins on va vite. En fait, c'est simple, pour aller vite, il suffit d'envoyer sa puissance max en position aéro. Mais au-delà de 300 mètres, c'est intenable. C'est là qu'intervient la notion de gestion de l'effort. On doit ajuster sa puissance selon la durée de l'effort. La durée, c'est le paramètre. Plus l'effort sera long, moins la puissance qu'on peut maintenir constante sera élevée. Les mesures de puissance maintenables selon la durée sont bien modélisées par une courbe exponentielle. Cette courbe n'est pas la puissance d'un coureur parti à fond et qui s'épuise au fil des minutes, non. Pour obtenir cette courbe, vous devez faire plusieurs sorties. Chacune a une puissance choisie, différente à chaque fois, et vous la maintenez constante jusqu'à ne plus pouvoir. Vous obtenez alors cette relation entre puissance et temps de maintien. C'est donc une courbe qui se construit petit à petit après de nombreux tests à effectuer avec la motivation maximale. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour savoir quelle puissance cible maintenir pendant le contre-la-montre. Tout ceci n'est réalisable que si vous avez un capteur de puissance. Si vous n'en avez pas, faites comme à l'époque, au feeling. Mais si vous êtes câblé comme moi, avec un cerveau de compétiteur, il y a de fortes chances pour que vous partiez trop fort. Alors pourquoi c'est important de partir assez vite à la puissance cible? Tout simplement parce que pour produire la puissance moyenne la plus élevée sur la durée, il faut éviter des variations importantes autour de cette puissance moyenne. C'est ainsi que les records de l'heure sont battus, mais aussi le record en course à pied du 5000 mètres au marathon. Si vous partez trop lentement, le temps perdu ne sera pas rattrapable malgré un surplus de fraîcheur. Et si vous partez trop vite, l'épuisement vous fera perdre plus de temps que celui gagné au début. Donc pour résumer ce que dit la physiologie, c'est que pour atteindre la puissance moyenne la plus élevée possible, il faut maintenir cette puissance constante, donc éviter les grandes variations d'effort. Et c'est ce qu'on fait naturellement sur un parcours constant en difficulté, c'est-à-dire quelque chose de constamment plat ou une montée régulière. Donc on est à puissance constante. Mais j'ai remarqué qu'en cas de parcours vallonné par exemple, j'ai tendance à envoyer plus de puissance dans les montées, quitte à récupérer dans les descentes. Et c'est ce que je fais parce que j'ai constaté qu'un surplus de puissance permet de gagner plus de temps dans les côtes que ce même surplus de puissance dans les descentes ou sur le plat. Donc je préfère envoyer plus la puissance dans les montées, quitte à récupérer sur le plat. Donc ça contredit le principe physiologique de puissance constante. Donc je voudrais voir si ce principe de puissance variable selon le profil a une justification scientifique. Alors la physiologie nous dit, on vient de le voir, que pour avoir la puissance optimale, il faut avoir cette puissance constante. Et la physique nous dit que la vitesse, le but final c'est d'avoir la vitesse la plus élevée possible, c'est la puissance sur la force résistante. Alors peut-être que cette stratégie de forcer plus dans les côtes et récupérer dans les descentes a une influence sur la force résistante et qu'elle permet de diminuer la force résistante moyenne. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors les forces résistantes à l'avancement, il y en a trois catégories à vélo. Il y a premièrement la force de résistance au roulement, donc elle est due essentiellement à la déformation des pneus, donc sur la route. La force exercée par la surface de contact de la route sur les pneus, elle est légèrement inclinée en arrière, et donc il y aura une composante qui va aller
en arrière, donc qui sera la force de résistance au roulement. Donc cette force-là, elle est proportionnelle au poids de la masse roulante. Donc la masse fois l'intensité de pesanteur, donc c'est proportionnel à la masse du vélo et du cycliste, multiplié par un coefficient qui dépend de la qualité des pneus, la pression des pneus, et puis un tout petit peu tout ce qui est roulement à billes sur le vélo. Donc ça, c'est cette première force qui s'oppose à l'avancement. Comme deuxième force qui s'oppose à l'avancement, ça va être en côte. Donc en côte, qu'est-ce qui se passe? Donc on va l'appeler FP, force due à la pente. Donc on a une côte, c'est-à-dire que sur une distance parcourue qu'on va appeler dx, on monte d'une altitude dz. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le poids de l'ensemble roulant, c'est une force verticale vers le bas. Et donc on constate que ce poids peut être décomposé en une partie qui est parallèle à la route, parallèle au déplacement, et une partie perpendiculaire au déplacement. Donc cette partie perpendiculaire au déplacement, elle n'a aucune incidence sur la vitesse du vélo, ça ne fait pas accélérer ni ralentir. En revanche, cette partie-là, ça va être ça, la force FP, la force due à la pente, une force qui s'oppose au mouvement dû à la pente. Donc on constate que cette force-là, elle est proportionnelle au poids et au rapport dz sur dx. Donc c'est m fois g fois dz sur dx. Donc déjà, un premier bilan, c'est que la force due au roulement pour une masse de cyclistes et une pression de pneus pour les réglages avec lesquels on part en contre-la-montre, elle va être constante. Donc c'est une force qui est constante tout au long du parcours. La force due à la pente, eh bien, elle va dépendre de la pente. Donc sur un parcours vallonné, elle va pouvoir varier. En revanche, la vitesse n'a aucune incidence sur cette force-là. La troisième force, je vais l'appeler Fx, eh bien, c'est la force due au fait que on doit passer dans un fluide qui est l'air, on doit déplacer de l'air, et donc ce déplacement d'air s'oppose là aussi à l'avancement, et donc cette force Fx va être proportionnelle à la masse volumique, c'est la masse d'air à déplacer, donc la masse de l'air, fois une surface d'air à déplacer, donc SCX. Or ce SCX, lui, il dépend de la position plus ou moins aérodynamique, du matériel plus ou moins aérodynamique, si on a des vêtements aéro, etc. Ça va pouvoir faire baisser ce coefficient et donc faire baisser cette force résistante. Et c'est proportionnel donc à la vitesse élevée au carré. Donc là on a une force qui va dépendre de la vitesse. Alors en contre-la-montre, on n'a pas de changement de masse volumique de l'air. Si on garde la même position, on peut dire que tout ça c'est une constante. Donc on pourra simplifier en disant que cette force aérodynamique, c'est un coefficient fois la vitesse au carré. Si on applique la stratégie d'une puissance constante sur un parcours vallonné, on va avoir de grandes variations de vitesse, plus lent dans les côtes, plus rapide dans les descentes. Or, la force aérodynamique dépend de la vitesse. Donc peut-être que ces variations de vitesse sont préjudiciables à la force résistante moyenne. Donc c'est ce qu'on va essayer d'analyser. Considérons le cas d'un parcours vallonné avec une côte montée en une durée t sur 2 à une vitesse v moins delta v, suivi de la descente dévalée pendant t sur 2 à une vitesse v plus delta v. On voit que la durée totale est t sur 2 plus t sur 2 égale t. La distance de montée est v moins delta v fois t sur 2 et celle de la descente est v plus delta v fois t sur 2. La distance totale est donc d égale v moins delta v plus v plus delta v fois t sur 2. Donc d égale 2 fois v fois t sur 2, c'est-à-dire d égale v fois t. Ce qui veut dire que v est la vitesse moyenne et delta v est la variation autour de cette vitesse. Alors pour voir l'influence de la variation de vitesse sur la force résistante et surtout sur l'énergie dépensée, on va considérer la notion de travail
Donc le travail, quand on a un système qui se déplace dans une direction D et qu'il subit une force F, eh bien, le travail, par définition, c'est le produit scalaire de la force fois la distance. Dans notre cas particulier des forces résistantes, ce sont des forces qui sont opposées au déplacement, et donc si bien le travail résistant, donc on aura un travail dans ce cas-là avec un produit scalaire avec une force qui sera opposée à la distance, ça donne le produit scalaire qui vaut moins FR fois D. Donc on voit qu'on a un travail négatif. Ce qui veut dire que le travail étant considéré avec cette définition comme l'énergie apportée au système, une énergie apportée négative, ça veut dire qu'on enlève de l'énergie. En effet, les forces résistantes, elles enlèvent de l'énergie au système, c'est pour ça que le vélo va ralentir à cause des forces résistantes. Donc on considère le travail résistant comme étant ce qu'on retire au système. Ce qu'on appelle travail résistant, on va l'appeler FR fois D. Ça sera la valeur absolue de ça. Donc si on considère un travail résistant, on considère que c'est l'énergie retirée au système. Et donc c'est en calculant ce travail résistant sur un parcours avec des variations de vitesse qu'on va pouvoir voir l'influence des variations de vitesse sur le travail résistant et donc sur la force résistante moyenne. Donc on va considérer notre parcours vallonné avec une montée pendant une durée t sur 2, une distance d1 à une vitesse v moins delta v, puisqu'on monte, on a une vitesse inférieure à la vitesse moyenne, suivi d'une descente pendant la même durée t sur 2, donc une distance d2, cette fois-ci à une vitesse v plus delta v, puisqu'on descend, on va plus vite. Donc les distances, l'explication des distances, on a d1 qui vaut v moins delta v fois t sur 2, et d2 qui vaut v plus delta v fois t sur 2. Alors, on va calculer le travail résistant total dû à l'air. Donc le travail résistant, donc dans la partie montante, ça va être la force de résistance de l'air, qu'on va appeler FR1, fois la distance D1. Alors, par définition, le travail résistant, ça va être la force fois la distance, avec FR1 qui vaudra K fois la vitesse au carré, et cette vitesse c'est V moins delta V. Donc K fois V moins delta V au carré. Donc on a WR1 qui vaut K fois V moins delta V au carré, multiplié par D1, qui lui-même vaut V moins delta V fois T sur 2. Si bien que WR1, ça sera égal à, je regroupe les termes, K fois T sur 2, facteur de V moins delta V au carré fois V moins delta V, ce qui fait V moins delta V au cube. Maintenant, on s'occupe du travail résistant pendant la descente, WR2, ça sera FR2 fois D2, avec FR2, qui cette fois-ci vaut K fois V plus delta V au carré. On va à la vitesse V plus delta V. Et donc on aura WR2 qui vaudra K fois V plus delta V au carré fois V plus delta V fois T sur 2. Puisque la distance D2 c'est V plus delta V fois T sur 2. Et donc WR2 qui sera K fois T sur 2, facteur de V plus delta V, le tout au cube. Donc le travail total sur tout le parcours, c'est la somme de 2. Donc ça sera égal à KT sur 2, que je peux mettre en facteur. Facteur de V plus delta V au cube, plus V moins delta V au cube.
Donc on a du delta V en plus et du delta V en moins. Donc tous les termes qui seront en delta V ou en delta V cube vont s'éliminer. Donc après développement, ça se simplifie, ça vient du K fois T, facteur de V cube plus 3V delta V carré. J'ai V ici que je peux mettre en facteur. Donc ça fait K fois T fois V, facteur de V carré plus 3 delta V carré. Et on constate que T fois V, hein, la durée fois la vitesse moyenne, c'est la distance. Donc mon travail résistant, finalement, c'est K fois la distance, facteur de V carré plus 3 delta V carré. Donc puisque le travail résistant par définition c'est la force résistante fois la distance, hein, donc ma distance qui est là, et bien j'identifie que ma force résistante c'est K fois V carré plus 3 delta V carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien on voit que pour une force résistante moyenne la plus faible possible, il faut les variations de vitesse delta V les plus faibles possibles, donc éventuellement nulles. Hein, donc si on n'a aucune variation de vitesse, c'est là qu'on obtient l'énergie dépensée la plus faible possible. Hein, donc là on a fait le calcul, on a fait la démonstration uniquement pour le travail résistant dû à l'air, mais comme on a vu précédemment que les forces dues au roulement, les forces résistantes de roulement ou à la pente ne dépendent pas de la vitesse, et bien ceci reste vrai pour l'ensemble de l'énergie dépensée. Plus les variations de vitesse seront faibles, plus l'énergie dépensée sera faible. Et donc ce gain, cette économie d'énergie dépensée permettra d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'on voit que si ici on a du delta V, V sera plus petit. Si on arrive à annuler ça, on va pouvoir avoir une vitesse moyenne plus élevée. Par exemple, avec V égale 10 mètres par seconde et delta V égale, on va dire 4 mètres par seconde. Par exemple, on aurait des variations de vitesse entre 6 mètres par seconde et 14 mètres par seconde. Et bien V carré, ça ferait du 100. 4 au carré, ça fait 16, fois 3, ça fait 48. On aurait donc 148 comme facteur ici. D'accord? Alors si on avait delta V égale 0, eh bien on constate qu'avec une vitesse moyenne de 12 mètres par seconde, on a V carré qui vaut 144. Donc on est quand même plus faible en termes d'énergie dépensée, mais avec une vitesse moyenne de 12 mètres par seconde au lieu de 10. Donc cette stratégie de forcer plus dans les montées et de récupérer dans les descentes permet de diminuer les variations de vitesse, ce qui va diminuer la force moyenne résistante et augmenter la vitesse moyenne. Donc cette stratégie semble fondée scientifiquement, en tout cas physiquement. Alors les consignes de la physiologie et de la science physique diffèrent, dans le sens où celle de la physiologie porte sur la puissance et celle de la physique porte sur la force résistante. Et donc, quand on a affaire à un parcours régulier, plat, sans variation de vent ou une montée régulière, eh bien, on obtient à la fois une puissance constante avec une vitesse constante. Donc, les deux principes peuvent être obtenus en même temps. En revanche, en cas d'un parcours vallonné, on voit bien que si on est à puissance constante, la vitesse varie. Et si on essaie d'avoir une vitesse la plus constante possible, ça sera avec une grande variation de puissance. Donc il va peut-être falloir avoir un compromis pour ménager la chèvre et le chou parmi ces deux concepts de puissance constante et vitesse constante. La performance optimale sera certainement atteinte par un compromis entre ces deux extrêmes. J'ai programmé en Python la simulation d'un cycliste sur un parcours avec une bosse, suivie d'une descente et une partie plane, sans vent, et j'ai obtenu les graphiques suivants. Tout d'abord, dans le cas de la stratégie dictée par la physiologie, en maintenant la puissance constante,
ici 250 watts, on voit bien les variations de vitesse du fait des variations de pente. Et au final, on a un temps de 255 secondes. Si maintenant, on décidait de réaliser ce parcours en maintenant la vitesse constante pour la même performance, soit 9,8 mètres par seconde, on constate qu'il est nécessaire de produire une puissance atteignant un maximum de 425 watts et un minimum de 40 watts dans les descentes. Et que la puissance moyenne n'est finalement que de 231 watts. Donc on a économisé 19 watts pour la même performance. Enfin, si l'on considère qu'il est possible d'atteindre cette puissance moyenne de 250 watts en effort variable, on constate que le maintien d'une vitesse constante permet de claquer un temps de 247 secondes, soit 3,2% plus rapide. Mais la physiologie nous dit que les variations d'effort sont préjudiciables à la puissance moyenne. On peut imaginer qu'une gestion plus réaliste sera entre les deux extrêmes, en limitant les variations de vitesse, mais en limitant aussi la puissance maxi à 132% de la puissance moyenne par exemple, soit 330 watts, et en supposant que les sections de récupération permettent d'atteindre une puissance moyenne de 246 watts, certes on a perdu 4 watts de puissance moyenne, mais on fait un temps de 250 secondes, soit 5 secondes de gagné ou 2% plus rapide. Reste maintenant le cas d'un vent variable, puisque la force aérodynamique dépend du vent apparent, donc le vent a une influence. Et prenons par exemple le cas d'un vent établi et avec un parcours en aller-retour. On aura vent de dos puis vent de face. Donc j'ai développé des calculs par rapport à ça et ça donne un résultat très compliqué, mais qui montre sans ambiguïté que l'énergie minimale n'est pas obtenue cette fois-ci avec une vitesse constante. Donc ça sera un autre compromis à trouver. Donc pour répondre à cette question, j'ai fait d'autres simulations. J'ai programmé une simulation avec 1 km vent de dos suivi de 1 km vent de face. On voit avec 250 watts constant que le vent de dos fait monter progressivement la vitesse de 10 mètres par seconde à presque 17 mètres par seconde. Puis après le demi-tour, celle-ci chute rapidement face au vent pour saturer à 5,2 mètres par seconde. Au final, l'aller-retour prend 246 secondes pour une vitesse moyenne de 8,13 mètres par seconde, avec 250 watts constants à l'aller comme au retour. Si maintenant je voulais maintenir la vitesse constante à 8,13 mètres par seconde sur tout l'aller-retour, on voit sur cette nouvelle simulation que je n'aurai à produire que 55 watts vent de dos et 540 watts vent de face, ce qui est énorme. Et au final, pour la même performance de 246 secondes, je devrais fournir une puissance moyenne de 294 watts, soit beaucoup plus qu'en étant à 250 watts constamment. Donc cela confirme qu'il n'y a aucun intérêt à maintenir la vitesse constante par vent variable. En fignolant la stratégie, on peut cependant faire mieux que les 246 secondes avec moins d'énergie. Par exemple, en envoyant l'effort max au début pour atteindre rapidement la vitesse de croisière en mode récup par vent de dos, on gagne du temps. Puis, on limite comme on peut la perte de vitesse par vent de face. On obtient au mieux un temps de 240 secondes avec une puissance moyenne de 248 watts, si on peut tenir 306 watts pendant 168 secondes. Alors pour résumer le cas du vent variable, si on est sûr que c'est une variation de vent qui ne va pas durer, on peut adapter un petit peu l'effort, mais sans aller jusqu'à maintenir la vitesse constante. En revanche, si on ne sait pas combien de temps le vent va durer, je pense qu'il est plus raisonnable de rester à sa puissance cible. Enfin, un dernier cas où on a tendance à déroger à la règle de la puissance constante, c'est en cas de relance, où on a tendance à envoyer plus de watts pour atteindre rapidement la vitesse de croisière. On va voir si cette stratégie est fondée scientifiquement. Là encore, j'ai fait une simulation qui montre l'évolution de la vitesse et de la distance parcourue depuis un démarrage à 1 mètre par seconde, pour deux stratégies différentes. Stratégie en bleu, on se place dès le départ à la puissance cible, soit 300 watts dans cet exemple. Stratégie en rouge, on démarre avec une puissance bien plus grande, 600 watts, jusqu'à atteindre une vitesse que l'on maintient ensuite avec une puissance de récupération active de 270 watts, soit 10% de moins que la puissance cible. Les courbes rouges et bleues montrent l'évolution de la vitesse en verticale et de la distance parcourue en horizontale. On voit clairement l'avance prise par la stratégie rouge au départ. En bleu clair et orange, on a les puissances à chaque seconde. On voit que l'effort à 600 watts n'a duré que 9 secondes, puis on s'est mis en mode récup active.
mais on va quand même plus vite que la stratégie bleue jusqu'aux 280 mètres environ. Lorsque le coureur bleu, au bout de 33 secondes, passe les 280 mètres, le coureur rouge a 45 mètres d'avance. Après cela, le coureur bleu rattrape son retard petit à petit, tant que le coureur rouge reste en récupération active. La question qui vient, c'est combien de temps le coureur rouge peut-il récupérer avant de mettre en route à la puissance cible pour garder l'avantage? Eh bien, on constate dans cet exemple que s'il s'autorise 2 minutes de récupération à 90% de la puissance cible, il reste légèrement devant quand la vitesse de croisière est atteinte. Donc si on peut récupérer en moins de 2 minutes d'un effort max de 9 secondes, c'est plus efficace de relancer à puissance max. Il est évident que si on choisit de mettre moins de puissance pour récupérer plus vite, d'une part, l'effort de démarrage durera plus longtemps pour atteindre la même vitesse, d'autre part, l'avance sur la stratégie bleue sera moindre, et donc on aura moins de temps pour récupérer. Pas sûr que ce soit mieux. Donc en clair, soit on est capable de récupérer rapidement d'un effort bref et intense, alors on choisit cette stratégie, soit on ne peut pas et on démarre à la puissance cible. La réponse dépend des capacités de récupération. C'est peut-être pas idiot de faire un test grandeur nature, afin de savoir. Un dernier mot sur la comparaison entre les deux stratégies, concernant le bilan énergétique. Je reprends la simulation, en ajoutant en jaune et en cyan les énergies dépensées. Évidemment, on constate que le démarrage à fond coûte plus d'énergie dans un premier temps. Puis, pendant la récupération active, l'énergie augmente moins vite en jaune qu'en cyan, si bien qu'au bout de 680 mètres environ, la courbe cyan croise la courbe jaune, ce qui signifie que pour couvrir cette distance, le coureur bleu a dépensé autant d'énergie que le coureur rouge, mais il est en retard. Ensuite, le bilan énergétique est favorable au coureur rouge, qui dépense moins d'énergie. Dans notre exemple, quand les deux coureurs sont enfin à la même vitesse et quasiment côte à côte, le coureur bleu aura dépensé 1 kJ de plus que le coureur rouge. Sur la durée de ce test, cela représente une moyenne de 6 watts économisés par le coureur qui a choisi de partir vite. Donc au final de ce qu'on a vu, les stratégies ont des fondements scientifiques. Maintenant, il n'est pas facile de savoir quelle stratégie choisir de façon très précise puisqu'il s'agit souvent d'un compromis et que ce compromis dépendra des capacités de chacun. Donc c'est en se connaissant bien qu'on sera capable de choisir la bonne stratégie la plus adaptée à soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.